Bien bonjour, maintenant la suite du cours sur les capteurs. Nous avions vu en introduction, pour rappel, les objectifs essentiels des capteurs et les grandes catégories de capteurs. Dans la première partie concernant les caractéristiques, nous avions détaillé certaines caractéristiques que vous pourriez retrouver dans des documentations techniques liées à ces capteurs. Maintenant que nous connaissons un petit peu plus comment caractériser un capteur, comment il se comporte, quelles sont les diversités des capteurs que l'on peut avoir, eh bien, on va progresser dans la chaîne. Et donc maintenant, on va voir ce qu'on appelle le conditionnement. Donc le conditionnement, c'est la façon de mettre en forme les signaux électriques qui ont été délivrés par le capteur. Donc ce conditionnement, il peut ne pas exister selon les capteurs, il peut être obligatoire dans certains cas, donc c'est assez varié. Et puis bien sûr dans les capteurs intégrés, il est très souvent déjà bien développé dans l'intégration de ces capteurs et vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Alors, les objectifs de ce cours, de cette partie du cours plus exactement, c'est d'essayer donc de continuer à élaborer cette chaîne d'acquisition, puisque l'intitulé du cours c'est pas juste capteur, mais c'est capteur et acquisition. Donc à gauche de ce transparent, on a le capteur qui reçoit un mesurand. Ce capteur, il peut éventuellement avoir besoin d'une alimentation pour fonctionner, qui fera partie du coup du conditionnement du capteur. Et puis il peut avoir besoin éventuellement d'une fonction qu'on appellera la détection synchrone, qu'on verra un petit peu plus tard à l'occasion de ce conditionnement. Le conditionnement, on peut grosso modo le séparer en deux grands blocs. Donc un premier conditionnement qui est très proche du capteur, donc un conditionnement de proximité de ce capteur, c'est le bloc que j'appellerais prélèvement du signal. Et puis, donc une fois qu'on a le bon signal voulu, eh bien, on aura un second bloc qui sera facultatif, qui sera la transformation des signaux. Et là, on ira beaucoup plus vite parce qu'au niveau de cette transformation des signaux, en fait, ce sont des blocs qui sont issus du cours de composants de l'électronique ou du cours de fonctions de l'électronique que l'on vient de terminer. Et donc, du coup, bah, vous aurez normalement on n'aura que des rappels en fait à faire sur les objectifs, mais on ne va pas détailler les circuits. Revenons au premier bloc qui est le prélèvement du signal. Donc le prélèvement du signal, en fonction du type de capteur, actif ou passif, on peut avoir un certain nombre de montages types, on va dire, qu'on va essayer de balayer. Alors la liste n'est pas forcément exhaustive, hein. J'ai essayé de vous donner les montages que l'on va rencontrer couramment dans les capteurs, mais il existe bien sûr des variantes de ces montages, il existe encore d'autres principes pour prélever entre guillemets ces signaux issus du capteur. Ceci dit, ce sont les montages que j'estime être les plus présents dans les chaînes d'acquisition. Alors, si on veut aller plus loin, donc il existe un ouvrage de référence dans le monde du capteur qui a été réalisé par un ingénieur qui s'appelle H, donc ASCH, et puis le titre du livre, ça s'appelle Capteur en instrumentation industrielle. C'est un pavé qui doit faire 800 ou 900 pages, et là-dedans il y a tout, donc sur à la fois les capteurs et puis sur leur conditionnement. Euh, Au niveau donc des capteurs actifs, on va retrouver éventuellement on va dire, boîtes liées au prélèvement du signal, une conversion courant-tension et puis une boîte qui est rien. Donc ça veut dire que le capteur il délivre déjà une tension qui nous convient ou un courant qui nous convient. On va retrouver ensuite dans les prélèvements des montages simples comme des ponts diviseurs de tension, des montages plus élaborés comme le pont de Weston, qu'on a un petit peu déjà vu au début de l'année mais qu'on va revoir et qu'on verra d'ailleurs en TD. Des montages différentiels, des montages dits 4 fils, et puis une petite particularité, une conversion de fréquence qui sera liée, enfin qui sera pas très éloignée des problématiques de détection synchrone. Donc on va essayer de prendre un petit peu ces différents montages, de voir pourquoi on fait ça, de voir comment on les fait, et puis quelles sont les caractéristiques de ce conditionnement des signaux. Alors à noter que même si vous prenez un capteur qui est déjà instrumenté avec en interne un préconditionnement ou un conditionnement complet des signaux, bah, des fois ça peut être important de reconnaître en interne quel type de conditionnement ils ont fait, parce que si le conditionnement est partiel, ça vous permettra d'interagir après et puis de rajouter le conditionnement qui sera peut-être plus spécifique à votre manip, à votre chaîne d'acquisition.
Alors, la première étape pour les capteurs actifs qui délivrent un courant, eh bien, c'est d'essayer d'obtenir très souvent une tension, parce que en électronique, les fonctions électroniques de base qu'on a vues jusqu'à présent, elles sont réalisées par des quadripôles, et les quadripôles, c'est quoi? C'est très souvent une différence de potentiel en entrée, une différence de potentiel en sortie. Donc, exemple, si on veut amplifier quelque chose, bah, on passe par un amplificateur à base d'amplificateur opérationnel ou de montage à transistor, mais c'est un amplificateur de tension. Si on veut décaler des tensions, on sait faire avec des amplis hop. Si on veut filtrer, eh bien on filtre sur la base d'une tension en entrée. Donc c'est important en électronique de raisonner assez vite sur des blocs, des schémas fonctionnels qui résonnent sur des tensions. Donc la première étape, ça va être l'étape de la problématique de faire la conversion du courant délivré par votre capteur actif vers une tension. Alors, il y a deux grands montages qui vont faire ça. Après, on peut toujours trouver d'autres montages un peu plus atypiques. Le premier montage, c'est la circulation du courant dans une résistance et on vient faire U égale RI aux bornes de cette résistance. Donc ça, c'est simple, c'est facile à mettre en œuvre. Ça n'introduit pas non plus de problématique de fréquence. Si ce n'est que si vous avez un effet capacitif quelque part, vous avez un couple RC, mais bon, ça c'est la base, on va dire, de l'électronique. Par contre, le gros problème, c'est que vous avez mis une résistance et vous prélevez la tension aux bornes de cette résistance. Donc si vous prélevez la tension aux bornes de cette résistance, c'est que potentiellement vous pouvez avoir des problèmes d'adaptation d'impédance entre cette résistance et l'impédance d'entrée de votre quadripôle qui vient par la suite. Donc soit vous gérez ce problème d'adaptation d'impédance localement, soit vous ne le voulez pas, le gérer directement et qu'il soit systématique, auquel cas vous mettez un suiveur. Mais si vous mettez un suiveur, bah à ce moment-là on passe à un montage qui est plus adapté, qui est le second montage, qui est le montage dit transimpédance. Alors ce montage transimpédance, il est constitué d'un amplificateur type amplificateur opérationnel, donc ici qui est contre-réactionné via une résistance R sur la borne moins, et on connecte la source de courant directement à cette borne moins. Donc première remarque, c'est un montage qui fonctionne en régime linéaire, puisqu'il y a une unique contre-réaction sur la borne moins. Donc si l'amplificateur opérationnel est parfait, eh bien déjà V- égale à V+. Et en plus, il fonctionne en linéaire. Deuxième constatation, du coup, eh bien si il fonctionne en régime linéaire, ça veut dire que la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, ça correspond à la tension aux bornes de la résistance R, et comme le courant d'entrée sur la borne moins est nul, le courant I de votre capteur, il circule directement dans R. Donc V, ce sera égal à moins RI. Donc là, vous avez bien fait une conversion courant-tension, avec, attention, une inversion grâce à la présence du signe moins. Donc ça veut dire que c'est à vous de mettre le capteur, peut-être pour non pas procurer plus I si I est positif, mais moins I, donc de manière à annuler ce signe-là. Alors quels sont les avantages de ce montage? Le premier avantage, c'est que l'adaptation d'impédance, elle est naturellement gérée par cet élément actif qu'est l'amplificateur opérationnel. En plus, il vous donne une impédance de sortie qui est très faible. Deuxième avantage, alors déjà, deuxième avantage, c'est que vous pouvez du coup imposer un potentiel ici nul aux bornes de votre capteur. Alors c'est pas forcément le potentiel nul qui vous intéresse, mais on peut modifier un petit peu ce montage en mettant à la place de la masse sur V+, on pourrait mettre une source de tension continue, auquel cas vous maîtrisez totalement la différence de potentiel imposée aux bornes de votre capteur, ce qui peut être intéressant dans certains cas, notamment dans les photodiodes. Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que c'est un montage un petit peu plus complexe. C'est un montage qui introduit des problèmes liés à l'amplificateur opérationnel, donc c'est les éventuels offsets, même si maintenant ils sont relativement bien maîtrisés. C'est des problèmes liés à la fréquence, à des slew rates, enfin tous les problèmes qu'on a vus sur les amplificateurs opérationnels. Donc ce qu'on gagne sur certains côtés, on risque de le perdre sur d'autres côtés. Donc voilà, donc ça sont des montages qui sont assez typiques. C'est un montage de transimpédance qu'on avait un petit peu vu dans le cas des convertisseurs numériques analogiques quand on doit faire une conversion courant-tension. Donc typiquement donc dans des montages type résistance R2R, enfin réseau de résistance R2R. Et c'est des montages que l'on retrouve transimpédance de manière très très fréquente dans l'utilisation des capteurs optiques type photodiode, où la photodiode délivre un photocourant négatif en plus, et donc du coup on fait très, très couramment ce genre de montage-là. Pour les capteurs actifs, c'est à peu près le seul montage que j'ai envie de vous présenter. Après, pour les autres types de capteurs, donc les capteurs passifs, ce sera, vous avez bien compris, surtout des variations d'impédance que l'on va chercher à détecter.
Donc pour mettre en évidence une variation d'impédance, ce qu'on veut, c'est passer de cette variation d'impédance à une différence de potentiel quelque part. Donc la première idée, eh bien, c'est de polariser déjà la résistance RC. Alors RC, ça va être la résistance de mon capteur que je cherche à mesurer. Donc, cette résistance de capteur, elle va varier, donc je vais essayer de chercher la variation de la résistance de ce capteur, ou je peux chercher la résistance totale, hein, mais très souvent on cherche à avoir une variation relative et pas une valeur absolue d'impédance de capteur. Donc pour voir cette variation relative, ce que je vais faire, c'est que je vais polariser mon capteur à l'aide d'un montage donc assez basique, donc à l'aide d'un pont diviseur. Donc je vais tout simplement mettre une différence de potentiel, donc un générateur, et puis je vais placer une résistance R qui va me permettre d'ajuster et limiter éventuellement mon courant dans la boucle. Donc si je fais ça, donc on va essayer de chercher à voir quelles sont les variations de tension que je récupère aux bornes de mon capteur par rapport aux variations d'impédance de mon capteur. Donc là je me place dans le cadre d'un capteur résistif, mais on pourrait étendre le calcul au cadre complexe, donc d'un capteur avec une impédance complexe plus générale. Donc les équations sont assez simples à effectuer. Je prends même en compte la résistance interne du générateur dans le cas général, qui peut être faible selon les générateurs que vous utilisez ou non. Cette variation du mesurand, elle va donc introduire une variation de la résistance RC. Et donc si je pose delta RC, la variation de RC autour d'une valeur moyenne RC0, eh bien je vais constater que VC va varier d'un certain facteur delta VC autour de VC0. L'équation qui est tout en haut qui relie VC à EG, elle fait apparaître RC au numérateur et au dénominateur, donc la variation a priori de la tension VC n'est pas linéaire par rapport à la variation de l'impédance RC. Mais si les variations relatives de la résistance sont faibles par rapport à la valeur de RC, eh bien vous pouvez faire des développements limités et au premier ordre, vous obtenez l'équation delta VC égale à EG sur 4 delta RC sur RC0. Donc à condition de mettre ici, alors j'ai tout intégré dans le RC0, R plus RG. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si vous êtes ici donc, en impédance adaptée, donc vous ajustez R donc, de manière à ce que vous ayez cette relation-là, eh bien le delta VC sera a priori proportionnel à delta RC, donc ce qui est un avantage puisque au premier ordre en tout cas, donc ça veut dire que si les variations de RC sont pas trop grandes, eh bien vous aurez une proportionnalité entre la tension obtenue variable et la tension la grandeur variable de l'impédance. Donc c'est un montage qui est simple, qui marche bien et qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Il a son équivalent avec une polarisation par une source de courant. À ce moment-là, la tension delta VC, ce sera I0 fois delta RC. Bon, c'est plus facile en électronique, en tout cas en électronique discrète, d'utiliser les sources de tension que les sources de courant. Par contre, en électronique intégrée, curieusement et contrairement à ce dont vous avez l'habitude avec l'électronique discrète, eh bien en électronique intégrée, il est plus facile de faire des sources de courant et on a des sources de courant dans tous les sens, dans tous les montages de l'électronique intégrée. Il a cependant un certain nombre de limites, ce montage, si on regarde juste le résultat. Les limites, il y en a éventuellement deux. Donc la première limite, c'est que si par contre on a un delta VC qui est vraiment trop grand par rapport aux variations par rapport à la valeur statique de VC0, eh bien on va avoir en temporel, par exemple sur une fenêtre de visualisation type oscilloscope, une toute petite variation de delta VC repérée par rapport à un niveau continu initial. Donc cette variation, elle va pas forcément être facile à mettre en œuvre, à mettre en œuvre, en tout cas à être vue. Et puis il y a plusieurs solutions qu'on pourrait bien sûr mettre en place. La première solution, c'est de se dire, je vais mettre un filtrage passe-haut. Alors ça, ce n'est valable que dans un seul cas, c'est si l'impédance varie de manière périodique dans le temps, en tout cas n'est pas constante. Si jamais vous avez une variation continue, constante on va dire plutôt, de delta RC par rapport à RC, ça tombe à l'eau. Parce qu'en fait, vous passez d'un régime statique à un autre régime statique, donc le filtrage passe-haut, il ne vous permettra pas de voir la variation statique de delta VC. Alors c'est un peu bizarre comme terme variation statique, mais c'est qu'on passe d'un régime statique à un autre régime statique. Donc c'est-à-dire qu'on fait un saut en fait.
de grandeur. Donc c'est une réponse de type échelon. L'autre solution, c'est d'utiliser le pont de Weston, qui va résoudre ce problème-là, comme on va le voir par la suite. Deuxième limite introduite donc par cette équation-là, eh bien c'est que si jamais la source varie un petit peu, EG, ou que vous maîtrisez mal la valeur de EG, eh bien vous pouvez avoir du coup une variation de VC qui va être directement impactée par cette variation de cette source de tension de ce générateur. Alors, les générateurs n'ont pas de raison de varier, donc surtout si vous mettez par exemple des régulateurs de tension. Ceci dit, on a déjà vu ça en pratique. Si c'est une tension continue que vous mettez, quelle que soit son origine, que ce soit une tension continue provenant d'une alimentation stabilisée ou d'un régulateur de tension, on a vu que ces sources de tension, elles peuvent être soumises à du bruit qui provient de rayonnement environnant. Et donc du coup, ça veut dire que ce bruit va se propager sur EG et donc va se propager sur le delta VC. Donc c'est-à-dire que vous allez récupérer sur VC du bruit alors que, a priori, vous regardez quelque chose de statique. Là encore, on peut bien sûr éliminer le bruit par le filtrage, par des condensateurs de découplage bien adaptés, mais c'est pas la solution à tout, on peut quand même être gêné au final. Il y a une autre solution, c'est que le pont de Weston va atténuer normalement ces imperfections de la source. Et donc le pont de Weston est une réponse au pont diviseur de tension. Alors ce pont de Weston, il est classiquement utilisé dans les montages des capteurs. Donc quand on parle de capteurs, on ne peut pas ne pas parler du pont de Weston. On l'a un petit peu vu normalement donc, lors du premier TD de l'année, donc à propos de l'électrocinétique, à propos des rappels sur Thevenin et sur Norton. On va en faire un exemple complet dans un TD parce que faut l'avoir vu au moins une fois, la mise en équation et un peu son fonctionnement. Donc je vais juste vous donner le fonctionnement de manière qualitative avec les mains, et puis le TD va revenir sur les calculs qui sont faits derrière et qui vont vous justifier en fait donc les équations qui sont écrites ici. Alors le pont de Weston, il est constitué d'une source de tension, E0, donc l'équivalent de la source EG de tout à l'heure, et puis de trois résistances si on regarde un capteur résistif, ou de trois impédances si on regarde un capteur qui a une impédance complexe de manière globale. On a une première branche, R1 suivie de RC, RC étant le capteur que je veux caractériser. On a une deuxième branche, R3 suivie de R4, qui sont deux résistances qui sont connues, tout comme R1, et sur lesquelles on peut agir sur les valeurs par exemple. L'idée du pont de Weston, c'est de regarder en permanence la tension UAB, donc soit directement avec une différence de potentiel, soit en mettant une résistance entre A et B et en regardant le courant, donc éventuellement donc faisant U égale RI. On dit que le pont est équilibré si les quatre résistances obéissent à une loi particulière, c'est que R1, R4 égale à R3, RC. Si vous avez cette condition-là qui est réalisée, à ce moment-là, si vous reliez A et B par une résistance, eh bien le courant sera nul entre A et B. Donc la différence de potentiel UAB sera nulle. Donc ça, c'est une condition particulière que l'on montre via des modèles de Thevenin équivalents, et qu'on montrera via ces modèles de Thevenin équivalents en TD, parce que c'est important d'avoir vu au moins une fois cette mise en équation. Mais donc il faut admettre pour l'instant que cette condition elle existe, et que cette condition elle s'appelle la condition d'équilibre du pont. Donc ça veut dire que R1 prend le produit de R1 avec la résistance en diagonale doit être égal au produit de R3 avec sa résistance en diagonale. La méthode du pont de Weston, c'est la suivante. Donc à l'état d'équilibre de mon capteur, donc valeur du capteur RC égale à RC0, j'équilibre le pont. Donc si j'équilibre le pont, ça veut dire que je n'ai aucun courant entre le nœud A et le nœud B si je connecte une résistance, et donc que la tension UAB sera égale à 0. Donc ça veut dire que j'impose la condition R1, R4 égale à R3, RC0. Eh bien, si jamais vous avez ensuite une variation partant de cet état d'équilibre de votre capteur, donc RC n'est plus égal à RC0, mais RC0 plus delta RC, eh bien, il y a une différence de potentiel qui apparaît entre A et B, donc il y a donc un courant qui va circuler entre A et B, parce que le pont va être déséquilibré. Et les calculs montrent que cette différence de potentiel, UAB, eh bien, elle est égale à E0, R1 sur R1 plus RC0 au carré fois delta RC. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que c'est vraiment la tension UAB qui est proportionnelle à la variation de résistance.
c'est plus une variation de tension qui est proportionnelle à la variation de résistance. Ça veut dire qu'on a éliminé la partie constante donc liée au capteur à l'équilibre, contrairement au pont diviseur de tension. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous, parce que ce qui était tout à l'heure un aspect gênant, parce que cette tension continue, elle peut être très grande devant, et normalement elle est très grande devant la partie qui a varié, eh bien elle n'existe plus, cette tension continue, on l'a éliminée. Alors dit autrement, en fait, on a éliminé le mode commun par rapport à cette notion de statique. Donc là, on est gagnant. On est gagnant sur ce plan-là, et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement utilisé, parce que du coup, on va faire apparaître une différence de potentiel UAB qui sera directement donc proportionnelle à ma variation que je cherche à caractériser. Une variation, je vous rappelle, qui va être elle-même proportionnelle à une grandeur physique. La seule difficulté pour mettre en œuvre ce pont, alors c'est bien sûr de savoir l'équilibrer, mais bon, a priori, ça on sait plus ou moins faire. Mais la seule difficulté, c'est que souvent, la tension EG, elle est référencée par rapport à la masse, et on voit ici que la différence de potentiel UAB n'est plus référencée par rapport à la masse. C'est une différence de potentiel, donc c'est une tension différentielle, c'est une tension flottante, et donc il va falloir la prélever, cette tension, sans faire référence à la masse, pour par exemple l'amplifier ensuite, la décaler, faire tout ce que vous voulez dessus, la filtrer, etc. Alors, donc il y a plusieurs réponses qui permettent de contourner ce problème. C'est d'utiliser un amplificateur différentiel, donc un soustracteur, ou c'est d'utiliser bien sûr un amplificateur d'instrumentation qui va être adapté à ce genre de situation. Donc voilà, ce pont de Weston, j'aimerais bien que vous reteniez un petit peu le principe de base qui est on part de l'équilibre et hors équilibre, du coup, il va faire apparaître une différence de potentiel qui est proportionnelle à une variation et qui n'est plus proportionnelle à une tension plus une variation. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le message global. Après, pour le fonctionnement vraiment en détail, je pense qu'il faut mettre les équations dedans. Donc là, on ne va pas le faire dans ce cours-là. Et vraiment, le TD devrait vous permettre de bien comprendre, j'espère, le fonctionnement de ce pont de Weston. Alors, une petite remarque. Ce pont de Weston, il permet bien sûr, enfin, il est utilisé dans le monde des capteurs. Par exemple, parce qu'une résistance varie en fonction de la température. Donc, du coup, on a directement accès à la température. Il est aussi mis en application dans les ponts RLC. Donc vous savez, les appareils que vous utilisez en TP pour connaître la valeur de la résistance parce que vous n'avez pas envie de regarder le code des couleurs. Ou pour connaître la valeur d'une capacité ou d'une inductance, etc. Donc ce qu'il y a dedans, c'est un pont de Weston, donc dans lequel on connaît R1, R3 et R4. Donc imaginons que RC soit la résistance qu'on cherche à définir. Eh bien, on va par exemple placer en R1 donc une impédance variable, donc une résistance variable si on est dans le cas de mesure d'une résistance, et on va modifier R1 jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun courant entre A et B. Lorsqu'il n'y a aucun courant entre A et B, je regarde la position de R1 que je connais. Si je connais donc la valeur de R1, eh bien je pourrais dire que RC ce sera égal à R1 R4 sur R3. Donc si R3 égale R4, j'ai directement RC égale à R1. Donc ça me permet de trouver directement une résistance. Donc c'est quelque chose que vous utilisez assez souvent indirectement dans des appareils de mesure. Les montages différentiels. Donc ces montages différentiels, ils peuvent avoir deux applications. Soit ils vous permettent directement d'amplifier une différence de potentiel qui est issue du capteur, soit ils vous permettent d'amplifier, par exemple, ce qu'on vient de dire, une différence de potentiel en sortie d'un pont de Weston, par exemple. Donc on a deux solutions, deux grands types de montage pour faire cette différence de potentiel. Soit vous prenez un montage soustracteur qui est basé sur des amplificateurs opérationnels. C'est simple, vous savez le faire en très peu de temps. Par contre, vous êtes soumis aussi à une amplification du mode commun qu'on a vu dans le cours de fonction de l'électronique. Éventuellement aussi, vous êtes contraint à des problèmes d'adaptation d'impédance puisque les impédances d'entrée sont directement proportionnelles aux premières impédances qu'il y a dans votre montage soustracteur, donc qui sont des résistances que vous placez. Donc elles sont loin d'être infinies, et donc ça peut engendrer des soucis, parce que du coup vous ne prélevez pas forcément la tension sans modifier le courant qui circule dans votre pont de Weston, et donc du coup vous modifiez votre pont de Weston. Deuxième solution, c'est d'utiliser un amplificateur d'instrumentation, qui est adapté vraiment au monde du capteur et donc entre autres à ce genre de problématique. Il a l'avantage d'atténuer le mode commun, donc ça on l'a déjà vu.
Il a une impédance d'entrée qui est élevée puisque ce sont des impédances d'entrée des amplificateurs opérationnels. Et puis, il a la facilité de réglage de son gain puisque une seule résistance va fixer un gain, comme on a vu notamment lors des TD. Donc, cet amplificateur d'instrumentation, il peut avoir un intérêt ici, en tout cas tant que la bande passante demandée n'est pas trop grande. Dans la série catalogue des montages de l'instrumentation, on continue. On continue avec les mesures de résistance qui sont faites via des montages type ohmmètre en fait, enfin des appareils type ohmmètre. Et donc là, je vais vous montrer comment fonctionne un ohmmètre de manière classique, donc comment vous faites une mesure de résistance avec le multimètre positionné en tant que ohmmètre, qui est différent d'un pont RLC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis certains ohmmètres proposent une mesure dite 4 fils. C'est notamment le cas des appareils de mesure ohmmètre de chez Ketley, que vous avez pour certains utilisés il y en a quelques-uns dans les salles A202 et A204. Alors regardons d'abord la mesure dite 2 fils, qui est la mesure classique que vous faites avec un ohmmètre et que vous feriez si vous voulez d'ailleurs mesurer une impédance. Donc pour mesurer une impédance RC, il y a des montages qui fonctionnent relativement bien, donc qui fonctionnent dans les ohmmètres, mais que vous pouvez aussi mettre en pratique avec des composants qui sont adaptés à cette mesure. Donc si vous avez de disponible une source de courant, eh bien l'idée c'est la suivante, c'est que vous imposez un courant constant, par exemple, si vous voulez mesurer une résistance constante, RC, et ce courant constant, il va circuler à travers des fils qui vont arriver sur la résistance RC, et puis vous avez cette résistance de fil à l'aller et au retour du courant. Donc le schéma équivalent que vous êtes en train de faire, c'est vous imposez un courant avec une source de courant, mais en réalité vous imposez le courant au travers de la résistance du premier fil, la résistance RC que vous cherchez à caractériser, et puis la résistance de fil du schéma du circuit de retour. L'idée pour trouver RC, c'est d'en faire la mesure de la tension. Donc, aux bornes de votre source de courant, il suffit de mesurer la tension, de la prélever, de l'envoyer ensuite sur un amplificateur soustracteur ou un amplificateur tout simple si vous êtes référencé à la masse, enfin que sais-je, avec des filtres, avec des gains, etc. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Mais l'idée de base, c'est de se dire, je vais en déduire après RC en disant que, a priori, RC c'est V sur I0. Si je ne prends pas en compte la résistance des fils, ça marche. Ce montage-là, il marche bien. C'est ce que vous faites la plupart du temps. Vous prenez votre ohmmètre, vous mettez des fils de 1 mètre, vous ne posez pas la question, et puis vous connectez votre résistance à mesurer. Et puis là, vous trouvez que ça fait 1,1 kΩ pour une résistance standard de 1 kg, par exemple. Le problème en instrumentation, c'est les cas limites. Donc ça marchera très bien, cette méthode, à une seule condition, c'est que si la résistance des fils est très en dessous de la résistance RC. Ce qui est le cas la plupart du temps quand vous l'utilisez en TP. Donc en TP, vous faites votre mesure de 1 kg, la résistance des fils, heureusement qu'elle est très éloignée des 1 kΩ. Maintenant, si vous avez un capteur RC qui a une résistance qui commence à s'approcher d'une résistance de fil, donc admettez que vous ayez une résistance RC que vous voulez mesurer avec précision, et vous voulez mesurer donc une résistance de 1 ohm avec une variation de cette résistance parce que la température varie, par exemple, de 100 milliohms. Et bien là, la résistance des fils, elle risque de vous gêner dans votre mesure parce qu'elle vaudra peut-être 10, 20, 30, 50 milliohms. Donc vous allez commencer à avoir une résistance de fil qui va être de l'ordre de grandeur de la variation de la résistance RC que vous êtes en train de détecter. Quelle est l'erreur que vous faites quand vous faites ce montage-là? L'erreur que vous faites sur le delta R, il provient de l'équation V, c'est quoi? C'est 2 résistances des fils plus RC fois I0. Donc, l'erreur que vous faites sur la résistance, c'est de 2 R fils. Au lieu de mesurer un delta R, vous mesurez un delta R plus 2 R fils. Donc vous faites bien une erreur de 2 R fils. Donc ça peut être gênant. Et il existe un moyen d'améliorer en tout cas cette mesure et de diminuer l'erreur liée à ces résistances de fils, sans changer les fils, bien sûr. L'idée, c'est la mesure 4 fils. Donc, 4 wires donc sur les entrées-sorties de vos Ketley. On retrouve une architecture qui est quasiment analogue. Sauf qu'on a décorrélé cette fois-ci la mesure de tension du circuit qui impose le courant au niveau de RC. L'idée, c'est la suivante. J'ai toujours ma source I0. Ma source I0, elle, elle impose le courant I0 à travers un fil, puis à travers RC, et puis éventuellement, on va voir à travers
d'autres résistances de fil, puis ensuite elle ressort par le R fil du bas et elle retourne à la source. Vous allez faire la mesure de tension, cette fois-ci avec deux autres fils que vous connectez localement aux bandes de RC. Donc mes deux autres fils identiques aux deux premiers. D'où mesure 4 fils parce qu'il vous faudra bien 4 fils au final. Le voltmètre, il va faire quoi? Le voltmètre, lui, il va lire la tension aux bandes de RC et il va lire aussi la différence de potentiel qui circule dans les fils. Donc notamment, vous aurez un petit courant I qui va circuler et donc vous aurez une tension lue qui sera R fil fois petit i plus RC fois le courant normalement grand I0 plus petit i plus la RC fois, R fil fois le petit courant I. On est d'accord qu'il y a toujours une erreur qui est faite, puisqu'il y a toujours la présence de ces fils. Ceci dit, si maintenant je regarde l'erreur que je fais lorsqu'il y a une variation de résistance, donc là l'erreur parasite que je rajoute sur ma tension, eh bien au lieu de mesurer RC I0 tout seul, je mesure RC I0 plus 2 fois R fil fois petit i. Mais comme le petit i n'a pas le même ordre de grandeur que le I0, c'est là où je suis gagnant. Pourquoi? Parce que lorsque je veux faire cette mesure globale, il faut que j'impose un courant I0 important pour que ça puisse fonctionner. Or, les voltmètres, eux, vont être parcourus par des courants très faibles, parce qu'ils sont de très forte impédance. Donc ça veut dire que le courant petit i va être beaucoup plus petit que le courant I0. Donc je suis en train de dire que la tension qui est parasite donc dans les fils, elle va toujours exister. Mais je suis en train de la minimiser parce qu'elle va être parcourue par un autre courant euh, par rapport à la tension qu'on avait prélevée précédemment dans la mesure de fil. Et donc l'erreur que je fais sur la résistance, eh bien ce sera cette fois-ci 2R fois les fils comme tout à l'heure, mais pondéré par le courant petit i sur grand I0. Et donc là, je suis gagnant parce que en général, il y a plusieurs ordres de grandeur entre petit i et grand I0. Donc j'atténue de plusieurs ordres de grandeur l'erreur que j'avais précédemment. Vous constatez que c'est la même erreur, mais pondérée par petit i sur grand I0. Donc ça veut dire que je gagne plusieurs ordres de grandeur en fonction de mon écart entre I0 et petit i. Ça sont des mesures qui sont vraiment très justes et qui sont utilisées dans les domaines de l'instrumentation où on a une précision. Soit on veut mesurer des résistances faibles, soit on veut mesurer donc vraiment beaucoup de décimales après la virgule au niveau de la résistance, parce que c'est, je sais pas moi, la quatrième, cinquième ou sixième décimale après le ohm qui nous intéresse pour une variation de température donnée, par exemple. Donc cette mesure 4 fils, elle se fait facilement à l'aide d'un appareil de mesure qui la propose. Elle est un peu plus complexe bien sûr à mettre en œuvre s'il faut faire le circuit soi-même. Donc bien sûr ça paraît naturel. Un autre exemple de circuit de conditionnement, donc là qui va commencer à peut-être vous parler si vous avez déjà fait des analyses de circuits oscillants en électrocinétique, mais je sais que tout le monde n'a pas le même bagage au niveau de l'électrocinétique, donc j'espère que ça ne gênera pas les autres. L'idée c'est la suivante, c'est si on veut mesurer une variation d'inductance ou de condensateur, eh bien il va falloir faire une conversion de cette variation d'impédance en une variation de tension. Et donc c'est là où on va essayer de voir comment on fait. Donc ma chaîne c'est la suivante, j'ai un mesurand. Le mesurand il arrive sur un capteur qui est inductif ou capacitif, donc il va engendrer une variation de L ou de C. Et je vais utiliser ce qu'on appelle une conversion fréquence, un convertisseur de fréquence, donc un convertisseur qui va prendre une variation d'inductance ou une variation de capacité et qui va la transcrire en une variation de fréquence. L'idée, c'est de prendre un circuit oscillant, donc un circuit à base de bobines et de condensateurs. Ça, c'est si on fait l'analogie avec peut-être ce que vous connaissez, le monde des oscillations en mécanique, vous avez peut-être tous eu au moins une fois dans votre vie un cours d'oscillation mécanique avec par exemple des systèmes de masse-ressort et puis frottement visqueux. Donc ça peut être appliqué par exemple dans des dispositifs mécaniques comme des amortisseurs de voitures. Ce sont des circuits pseudo-oscillants ou oscillants. Eh bien en électronique, à l'équivalent, c'est le circuit LC. Donc le circuit LC pur, s'il n'y a pas de résistance parasite, eh bien vous le mettez sous tension et il va osciller ad vitam aeternam. C'est un peu l'idée qui est derrière les circuits à quartz. Donc la fréquence du circuit à l'état de repos, elle va être 1 sur 2 pi racine de LC. Ça sont des résultats typiques de circuits LC. Donc
c'est régi par une équation, une équation différentielle du second ordre, et vous retrouvez cette fréquence de résonance avec cette équation différentielle du second ordre dans votre circuit LC. Si maintenant vous placez en parallèle par exemple du condensateur votre capteur qui est capacitif, qui va varier, dont la capacité va varier, et bien du coup faites varier votre fréquence de résonance de votre circuit. Donc votre circuit va être sinusoïdal et il va avoir un décalage de fréquence et vous allez pouvoir après avec des circuits annexes mesurer cette variation de fréquence. Alors des circuits annexes ça peut être de différentes manières, ça peut être des circuits de démodulation de fréquence en électronique, ou ça peut être aussi, vous numérisez le signal et puis vous regardez quelle est la variation de fréquence avec, à l'aide d'un CAN, hein, avec un outil numérique. Ça peut marcher également. Donc on retrouve des fois des convertisseurs de fréquence dans le cadre de l'instrumentation et donc dans le cadre du conditionnement de capteurs. Circuit d'après qu'on peut rencontrer également, c'est la détection synchrone. Je vais donner des exemples de détection synchrone. Dans certains cas particuliers, on a besoin que le mesurand ne soit pas en basse fréquence, mais soit transporté en plus haute fréquence. Notamment, c'est le cas quand vous avez des manips qui sont très bruités en basse fréquence. Donc le mesurand est très parasité, et on constate qu'en le mettant en plus haute fréquence, il y a moins de parasites. Ça peut exister dans des dispositifs en électronique. Il y a des équivalents en optique pour ceux qui auraient fait un petit peu d'optique avant. C'est ce qu'on appelle des choppers, donc ce sont des roues dentées et puis on laisse passer le signal, on ne laisse pas passer, on laisse passer, on laisse pas passer. Et ça permet de transporter une information d'amplitude sur de la haute fréquence, de faire une sorte de modulation d'amplitude optique. Mais on peut le faire aussi en électronique. Donc l'idée de cette détection synchrone, du coup, c'est si on est en électronique, ça va être d'essayer déjà de soumettre votre capteur à une tension sinusoïdale et de détecter après cette variation sinusoïdale. Si vous remplacez dans un pont de Weston une tension continue par un générateur sinusoïdal, le pont de Weston, il vous dit directement que la tension UAB, si je reprends les expressions précédentes, cette fois-ci, ce sera proportionnel à delta RC, mais autour d'un cosinus oméga t. Donc cette fois-ci, l'information qui est delta RC, elle se retrouve être dans l'amplitude de votre signal sinusoïdal, et donc vous avez en fait une modulation d'amplitude que vous avez ensuite à détecter. Donc pour la démodulation d'amplitude, comment vous faites? La solution la plus pratique qui est souvent utilisée, c'est que vous faites une détection synchrone, une démodulation synchrone qu'on a vu dans le cours de fonction de l'électronique, à savoir que vous remultipliez UAB par le même cosinus, et puis vous en prenez la valeur moyenne. Et donc dans la valeur moyenne, vous aurez exactement une expression analogue à celle trouvée précédemment dans le cas du pont de Weston en continu. En tout cas, vous retrouverez votre information delta RC dans du continu. Donc si on a bien compris la démodulation synchrone, qu'on a bien compris le pont de Weston, en fait le pont de Weston alimenté en alternatif se comprend bien puisqu'on met les deux en fait ensemble. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on peut avoir besoin de modifier de manière complémentaire les signaux. Donc à ce stade-là, que le capteur soit actif ou que le capteur soit passif, j'ai vu toute une batterie de systèmes qui me permettent de passer d'une grandeur qui est un courant, une tension, une impédance ou une charge à une tension au final. Cette tension-là, elle n'est peut-être pas directement exploitable par un convertisseur analogique ou par un oscilloscope ou par un moyen de mesure externe. Donc on a des fois besoin de remodifier encore ces grandeurs-là. Et cette modification, elle peut intervenir au plus près de votre capteur ou plus loin, ou elle peut être carrément dans votre capteur, dans le cas des capteurs intégrés. Donc quelles sont les fonctions qu'on peut retrouver classiquement dans cette deuxième étape, on va dire, de conditionnement? C'est de faire des décalages. De faire des décalages parce que votre grandeur que vous avez obtenue en sortie, elle est intéressante, mais autour d'une valeur continue qui vous embête. Donc ça, on sait faire. On sait faire, ça permet on peut le faire de différentes manières. Donc on a deux grands types de décalage qu'on va pouvoir retrouver. Soit on fait un décalage par rapport avec un soustracteur, avec une tension continue qu'on recrée localement, avec des ponts diviseurs, avec des références de tension ou que sais-je.
Soit on fait un décalage en prenant une tension qui est la même dans un capteur identique placé dans un autre environnement. Donc ça, c'est des mesures que l'on fait en relatif. On en avait parlé un petit peu quand on avait parlé donc des problématiques de capteurs de température. Pour faire ces décalages, bah, qu'est-ce qu'on a? On a des amplificateurs d'instrumentation, des soustracteurs, et puis vous avez toutes les conditions à respecter classiques, adaptation d'impédance, bande passante, temps de réponse, etc. Ça, on ne va pas aller plus loin, c'est juste le principe de conditionnement qu'il faut avoir à l'esprit, c'est on peut avoir à faire des décalages. En fait, les circuits qui font ces décalages, vous les connaissez et vous les maîtrisez, vous avez les compétences pour les faire. Deuxième type d'opération, c'est de l'amplification qu'on peut faire. Une fois qu'on a fait une conversion courant-tension ou une fois qu'on a acquis avec donc un pont diviseur de tension, par exemple, un signal, il n'est peut-être pas encore suffisamment amplifié. On a peut-être des signaux de l'ordre de 50 mV, 100 mV, et c'est pas suffisant pour en faire quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, on a des amplificateurs d'instrumentation qui font ça. On a des amplificateurs opérationnels, des montages à transistors qu'on n'a pas vus parce que c'est plus complexe, mais ça existe dans le domaine de l'instrumentation. Et puis vous avez aussi là toutes les précautions à prendre sur l'adaptation d'impédance, la bande passante, la réjection du mode commun. Ça, c'est des automatismes également que vous commencez à avoir. Dernière étape que l'on peut retrouver, c'est donc l'opération de filtrage. Ça, on peut bien sûr donc la placer avant ou après, donc ça va dépendre des cas. Très souvent, on commence par décaler et puis par amplifier avant de faire cette opération de filtrage. On retrouve quoi comme procédé? On retrouve du filtrage passif, donc avec des circuits RLC, plutôt d'ailleurs RC que LC, soit avec du filtrage actif à base d'amplificateurs opérationnels ou de transistors. Quels sont pourquoi en fait on a besoin des fois de mettre du filtrage dans le conditionnement des capteurs? Ben, bien sûr, c'est pour supprimer des composantes qu'on n'aurait pas voulu. Parce que, par exemple, dans le capteur, on veut, je sais pas, moi, avoir juste la variation qui va jusqu'à 1 kg, mais il y a une fréquence parasite qui nous embête à 5 kg. Donc on a envie d'enlever le 5 kg. Ou il y a du rayonnement d'un composant d'une alimentation à 30 kg dans du découpage là, qui arrive sur mon spectre et ça m'embête. Ça peut être pour limiter le bruit. Donc si le signal a des parasites, ben, on a peut-être envie d'atténuer ces parasites si on est sur des mesures constantes, par exemple. Donc ça se retrouve vraiment fréquemment. Et puis ça peut être aussi pour définir une fréquence maximale à notre signal, de manière à être sûr de la fréquence maximale de notre chaîne d'acquisition du capteur pour l'envoyer vers un convertisseur analogique numérique. Et là, on fait le lien avec bien sûr ce que vous avez vu sur les convertisseurs analogiques numériques, et vous savez très bien que cette opération de filtrage est souvent nécessaire. Elle n'est pas toujours nécessaire par contre, puisque si vous êtes dans des mesures quasi statiques, vous pouvez vous affranchir du filtrage. Mais elle est quand même conseillée, ne serait-ce que pour, de manière globale, être sûr qu'il y a moins de bruit, en tout cas avec des filtres relativement simples à mettre en œuvre. Donc voilà pour cette partie conditionnement. Donc si on fait un bilan, vous connaissez les différents types de capteurs, leurs caractéristiques, vous savez maintenant comment mettre en œuvre les circuits qui viennent après. Donc la dernière étape, c'est de vous illustrer un petit peu donc ce cours avec quelques principes physiques des capteurs et puis quelques noms de capteurs, on va dire, qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait telle ou telle mesure. Ça vous permettra de ne pas être perdu si jamais vous avez à vous confronter un jour à ce monde des capteurs.